Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Cheikhna Keita. Cheikhna Keita n'est plus à présenter aux Sénégalais. C'était l'ex-patron de l'Ocotis, vous le savez, qui a quitté la police tout dernièrement. M. Keita, merci d'avoir accepté notre invitation. La Fondation Kofi Annan et la Commission ouest-africaine sur les drogues a tenu une réunion à Dakar. Il y a une sorte de débat de polémique qui a eu lieu ici au Sénégal. Parce que la Fondation Kofi Annan et la Commission ouest-africaine demandaient qu'il y ait une dépénalisation de la drogue. Parce qu'ils estiment que dans nos pays, en Afrique de l'Ouest et au Sénégal surtout, que la répression a échoué. Quelle appréciation en avez-vous? Je vous remercie, M. Diop, de m'avoir invité à ce plateau pour me donner l'occasion de me prononcer sur cette question et sur d'autres. La question de la dépénalisation de la consommation de la drogue est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'a pas commencé au Sénégal, qui n'est pas la conséquence forcément de l'échec d'une politique de répression de la drogue, mais qui est un point de vue qui fait son chemin. Que cette question est apparue ici à l'occasion de la visite de ces autorités-là au Sénégal, ça peut se comprendre. Mais dépénaliser la consommation de la drogue, c'est un problème assez particulier, assez sérieux. Je n'ai pas de point de vue contre ça, mais je voudrais que cette mesure fasse l'objet d'une attention tout à fait particulière, d'une étude sérieuse, que sa réflexion soit encadrée d'abord avant d'envisager la dépénalisation de la consommation de la drogue au Sénégal. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui consomment de la drogue doivent être considérés comme des victimes d'un phénomène, non pas comme des auteurs d'un fait répréhensible pénalement. Donc c'est un point de vue qui tient la route, mais son application dans une société comme le Sénégal, les conséquences que cela peut avoir sur les jeunes, la liberté que cela peut ouvrir à certains qui ne voulaient que ça pour s'adonner à une activité qui leur porte préjudice, qui porte préjudice à la communauté, à d'autres gens indirectement, cette question mérite une grande réflexion. Je ne suis pas donc contre qu'on en parle, mais qu'on l'applique tout de suite, il faudrait réfléchir beaucoup. L'argument qu'ils ont avancé, c'est un constat d'échec de la répression, qu'ils ont constaté malgré la répression contre la vente de la drogue au Sénégal et dans d'autres pays de l'Afrique. Ils ont constaté que la consommation ne diminue pas, les trafiquants deviennent de plus en plus ingénieux. Mon point de vue, c'est pas que la répression, je ne partage pas leur point de vue. Une répression qui échoue, il faut envisager autre chose. Une répression qui échoue, il faut la réorganiser. Savoir pourquoi on pratique une répression par rapport à un phénomène donné et quel objectif on a par rapport à notre stratégie de répression de cette drogue-là, de ce comportement. Là, on peut après maintenant envisager d'autres solutions. En exclusion de la répression, on peut envisager la dépénalisation. Avec la répression, on peut envisager d'autres formes de solutions qui ont caractère préventif, thérapeutique, mais pas opposer l'échec de la répression à un besoin immédiat d'envisager une dépénalisation. Ça ne va pas. C'est pourquoi je dis que cette question doit être examinée avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup d'attention, pour qu'on ne fasse pas fausse route en disant parce que ceci n'a pas marché, on va vers autre chose. Ce n'est pas ça. C'est les consommateurs qui sont victimes, comme souvent on le pense. Dès qu'ils sont mis en prison, ils sortent, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de réinsertion sociale. Ils n'ont pas d'autre chose à faire que se dire mais on va s'accrocher à ça parce que ça nous fait vivre. Oui, mais il ne faut pas qu'à 100% on voie là-bas. Parmi les personnes qui sont envoyées en prison pour fait de consommation de drogue, il y en a qui arrêtent de consommer parce que c'est leur première expérience, elle a été mauvaise. Ils l'ont compris, bon, ces personnes se retirent du circuit de la consommation de la drogue, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et si on dit simplement parce que le phénomène de la drogue grossit au Sénégal, la répression a échoué, on n'a pas étudié en profondeur la question. Nous avons une société extrêmement complexe. Il y a des comportements dans les cercles de famille, dans les cercles de quartier, de ville, de village, que nous n'avons pas les moyens de mettre aujourd'hui pour dire ce qu'elle représente du point de vue de l'évaluation de l'échec de la répression ou de son succès. Donc il faut être très attentif. Moi, je préfère être prudent et aller avec beaucoup de méthodes à la recherche de solutions pour gérer d'abord des phénomènes de ce type-là et consorts et pour valider une option de solution. Mais pour vous, donc, il faut faire une étude globale, savoir vraiment
les contours sur cette question avant de prendre des décisions par rapport dans un sens ou dans un autre? Il faut mettre tout ça dans un panier parce qu'il y a un paquet de solutions déjà expérimentées ailleurs. Il y a un cadre de travail qui est assez clair là avec des objectifs qu'on peut se fixer. Avec tout ce qu'on met dans le panier, la situation actuellement évaluée, les solutions qu'on nous apporte, les expériences d'autres pays, d'autres communautés peuvent nous permettre d'avoir un panier de recherche assez bien fourni pour éviter de nous tromper ou de nous tromper très largement. Nous n'allons pas tout de suite trouver de solution miracle qui va régler tous les problèmes immédiatement, mais en nous mettant sur un cheminement rigoureux, nous sommes certains d'encadrer le phénomène et d'en réduire les effets le maximum possible sur la communauté, sur les jeunes, sur les populations d'une manière générale. Depuis quelque temps, on remarque une recrudescence des saisies de drogue au Sénégal, des camions qui viennent du Mali ou dans d'autres localités aussi au Sénégal. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, je dis plutôt, je n'ai pas vu au niveau des services de police des changements de comportement qui peuvent justifier ce fait-là. Mais seulement, dans les situations qu'on vit en matière de lutte contre le trafic de drogue, il y a des pointes. C'est des pointes qui tiennent à des réalités de terrain, qui tiennent à beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas immédiatement ou qu'on ne maîtrise pas immédiatement et qui font que quelquefois, des saisies records s'opèrent ça et là au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau des douanes. Moi, j'aurais préféré que l'on revoie la question de manière plus profonde et que c'est-à-dire, j'ai dit en débutant que je n'ai pas vu de changement de comportement. Le comportement, c'est l'organisation. Le comportement, c'est la formation. Le comportement, c'est une question de stratégie. Le comportement, c'est une question de projet dans la lutte contre le trafic de drogue, dans la gestion de ce phénomène-là et consort. Et à ma connaissance, d'ailleurs, la réunion interministérielle de récemment le prouve, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'évolution dans notre comportement. Nous faisons les mêmes choses depuis très longtemps et on applaudit à chaque fois qu'un camion est arrêté avec quelques sacs de drogue. On dit on a très bien fait. Il faut qu'on revienne à gérer ce phénomène-là avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de vérité, qu'on ne leurre pas les populations. Qu'on leur dise voilà le problème, voilà les dispositions qu'on a eu à prendre, voilà les résultats que nous faisons, voilà nos erreurs, voilà nos succès. Et ça porte. Si on ne fait pas comme ça, on ne règle pas un problème comme ça. Je préfère. La drogue fait des ravages chez les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont oisifs, qui n'ont pas de quoi faire, se réfugient derrière ce phénomène. Vous pensez que la question doit être prise de façon holistique, de façon globale, où toute la société sénégalaise doit réfléchir comment mettre en place des moyens pour lutter contre ce phénomène, c'est ça? Oui, je pense qu'effectivement, il y a que cela doit être fait comme ça. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la drogue a causé des dégâts dans la société sénégalaise. C'est depuis très longtemps. Parce que le Sénégal est arrivé à l'indépendance avec le chanvre indien, avec la consommation de l'herbe partout, dans les grandes villes, dans les quartiers, dans les périphéries. Nous n'avons jamais vécu presque sans ça depuis que nous sommes indépendants. Et ces problèmes n'ont fait que grossir. Parce que les populations grossissent, parce qu'il y a plus de proximité, il y a plus de médias, on en prend connaissance plus largement. Mais ces phénomènes sont là depuis très longtemps. Quand il s'y ajoute maintenant qu'avec l'herbe, d'autres drogues surviennent, qui sont les drogues dures que nous connaissons aujourd'hui, qui sont d'autres drogues, des drogues de synthèse, des drogues de laboratoire, qui sont beaucoup plus sophistiquées que le chanvre indien que nous connaissions au départ, il y a à s'arrêter. Effectivement, la lutte contre la drogue se complexifie parce que le phénomène s'est complexifié. Nous devons prendre de la hauteur. Il y a même des drogues dont on ne parle pas ici au Sénégal et qui sont des drogues de synthèse, des drogues de laboratoire, des médicaments détournés de leur objet, qui sont là dont on ne parle pas parce que ceux qui sont chargés de le faire ne prennent pas à bras le corps le phénomène pour d'abord s'en imprégner et chercher des solutions, mais informer ceux avec qui ils vivent et renseigner de manière juste les populations sur le danger de la drogue. Les populations sont là, spectateurs de ce qui se passe dans les rues, des jeunes qui sont devenus fous, des familles qui rendent public les raisons pour lesquelles leur fils est devenu fou, par exemple, est devenu malade, a fait une overdose, il est mort. Les familles rendent cela public, mais il n'y a pas de système à proprement parler qui renvoie l'information juste et correctement traitée aux populations pour leur permettre de se positionner par rapport aux méfaits de la drogue.
Il n'y a pas de système de prise en charge de la communauté par rapport au danger de la drogue. Il n'y a pas de système élaboré de prévention. Il n'y a pas une politique de prévention suffisamment élaborée pour qu'on comprenne que cet État, cette administration prend au sérieux ce phénomène-là et ne s'arrête pas à dire aux populations « Voilà, nous avons pris 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, voilà, bravo, nous avons réglé les problèmes. » Non, ce n'est pas comme ça, c'est plus complexe que ça. Vous avez tantôt un problème fondamental, c'est l'information des familles. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que des jeunes peuvent s'amener à la drogue sans que leurs parents soient au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Sans qu'ils soient au courant qu'il y a de la drogue de synthèse ici au Sénégal, il y a les amphétamines aujourd'hui qui font des ravages chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les parents, justement, puissent être au courant de ce qu'il fait pour alerter et pour gérer cette jeunesse-là? Mais il y a une démarche d'information qui est fondée sur la maîtrise du phénomène, qui est fondée sur la prise en charge de cette fonction d'information et de prévention à un niveau à part, que l'action répressive au niveau sanitaire, au niveau même des services de police, il y a une démarche particulière qui doit être élaborée et mise en application. Il y a un ciblage direct des populations qui doit être réalisé. Savoir ce que les populations, ce par quoi les populations sont menacées et ce qu'il faut faire pour leur faire voir ce qui les menace. Et savoir quelles sont les populations vers lesquelles il faut aller, faire de la proximité en organisant la cible segment par segment. Nous avons les populations des villes, nous avons dans les villes des quartiers, nous avons dans les quartiers des familles, nous avons dans les quartiers des écoles, des lycées, des établissements, des ateliers, des lieux de travail d'une manière générale. C'est comme ça qu'on organise une prévention en sachant que c'est ce qu'ils doivent savoir. Voilà le paquet qu'ils doivent savoir. Voilà comment on doit organiser cette transmission de savoir. Voilà à qui ce savoir doit être transmis. Voilà dans quelles conditions on le fait. Si on procède comme ça, on va gérer une démarche de proximité qui va nécessairement percuter de manière positive. Après maintenant, on va corriger, au fur et à mesure qu'on avance, on pourra corriger et honnêtement reconnaître nos erreurs et lire correctement nos performances, ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'avancer en ne nous suffisant pas seulement de quelques gestes pour dire que nous avons réglé les problèmes. Ce n'est pas des quantités qu'il faut pour régler le problème de la drogue, c'est un suivi, une attention sérieuse, une démarche rigoureuse. Tous les pays qui ont réussi dans ce domaine-là et consorts ont mis tout dans le paquet. Tout le monde, tous les acteurs, depuis la santé, l'administration, la police, tout le monde s'est mis là-dedans pour constituer un bloc contre la drogue avec chacun dans sa spécialité ce qu'il peut apporter. Je crois que tant qu'on ne va pas là, tant qu'on ne quitte pas les débats de salon pour nous mettre sur le terrain et travailler, faire travailler tout le monde, chacun pour ce qu'il peut apporter, on ne réglera pas ce problème de manière efficace. Les pays qui ont réussi à endiguer quelque part ce phénomène, ces fléaux, ont réussi quelque part aussi la question de l'emploi des jeunes. Dans nos pays, il y a beaucoup de jeunes qui attendent l'emploi, qui sont dans le désordre le plus total, qui sont souvent tentés de prendre ces substances-là pour noyer leur solitude. Qu'est-ce qu'il faut faire justement dans la politique de l'emploi des jeunes au Sénégal pour que les jeunes puissent aujourd'hui s'occuper, avoir quelque chose à faire? Vous savez, mon point de vue est très net sur cette question-là et je vous remercie d'avoir utilisé cette passerelle pour nous y amener. Dans un pays, tout tient sur un même fil. La drogue, l'emploi des jeunes, le chômage, l'autosuffisance alimentaire, tout tient sur un même fil. Quand on rate au départ certains aspects de la politique nationale de développement, on rate tout. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de remettre en cause tout chez nous. Tout chez nous, depuis le point de vue que nous avons sur la question de l'emploi, jusqu'à notre organisation du travail et nos politiques d'emploi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous affectons les solutions à des choses qui ne sont que des délégations particulières. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous allons régler le problème de l'emploi après 54 ans de pratique d'un même comportement. Les emplois sont générés par le secteur privé. L'État n'est pas créateur d'emplois et on y va tous azimuts. On s'en va, on cherche des bailleurs, on crée des entreprises qui ne créent pas suffisamment d'emplois. Alors que ici, dans notre pays, c'est d'en haut que l'espace est ouvert. En bas, on ne fait rien. En bas, on ne fait rien pour rendre possible que tout le monde puisse trouver un emploi. Rendre possible, ça veut dire quoi? Il faut qu'on dispose en tenant compte de ce que nous avons beaucoup de jeunes. Il faut qu'on dispose en tenant compte de ce que l'État doit encadrer
tous les secteurs d'activité et permettre à ces secteurs de créer des solutions d'emploi. Vous prenez le cas par exemple de l'agriculture. Ce ne sont pas des tracteurs qui vont créer des emplois au niveau de l'agriculture. Ce ne sont pas toutes ces machines qu'on nous amène, tous ces savants de l'agriculture. Mais c'est le fait d'investir les agriculteurs de la mission de gérer leur secteur, de les respecter dans ce qu'ils sont en train de faire. De les respecter, ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on arrête de les placer sous tutelle, de les encadrer et de les prendre pour moins que rien. Ils ont tout à savoir de ce qu'ils ont fait toute la vie durant. Ils ont tout à attendre de l'État, alors que ce sont les acteurs principaux de ce secteur-là. Ils doivent être responsabilisés, respectés. Ils doivent être investis de mission. Et quand on investit un secteur comme l'agriculture de mission, quand on principalise le rôle de l'agriculteur, on règle beaucoup de choses. Et ça, répercuté dans tous les secteurs d'activité d'un pays, on arrive à entrevoir des solutions. Donc c'est pour vous dire que tout se tient. Mais concernant l'agriculture, les gens ne comprennent pas que le Sénégal soit doté autant de terres sur la vallée du fleuve Sénégal, en Casamance avec l'Anambé, aujourd'hui dans la zone de Ferlo, que le Sénégal continue encore une fois à importer les denrées alimentaires pour nourrir sa population. Un ami suédois me disait un jour, ce que je ne comprends pas chez vous me dérange. Vous avez 12 mois de soleil. Vous avez de la main-d'œuvre à n'en plus finir. Vous avez de la terre, vous avez de l'eau. Et vous n'arrivez pas à vous nourrir. Nous, chez nous, nous manquons de tout cela. Et tout ce que nous mangeons, c'est nous qui le cultivons. Le problème, votre problème, est un problème d'organisation, ce n'est pas un problème d'équipement. Voyez, les outils qu'on nous amène remplacent tout simplement les hommes à des postes de travail. Ce que nous devons faire, c'est d'abord commencer par nous poser cette question-là, telle que se l'ont posé tous les États qui se sont développés, mais ce que nous devons faire, c'est laisser chacun dans son rôle. Nous avons vécu une période dans laquelle nous étions esclaves dans notre système d'agriculture, esclaves d'un Occident qui avait besoin de nous faire travailler dans un sens. Dans quel sens? Moi, j'ai besoin d'arachide pour faire de l'huile. Vous, vous avez de la terre, vous avez des hommes pour faire de l'arachide. Je vous amène de l'arachide, je vous amène, comment dirais-je encore, de la semence, et vous me faites de l'arachide. À côté de ça, je vous amène d'Asie du riz que vous allez consommer tous azimuts et mon problème est réglé. Mais depuis 1960, nous parlons d'autosuffisance alimentaire et nous n'avons rien remis en cause en cela. Nous pratiquons la même chose que celui qui avait installé un système pour nous exploiter, pour nous réduire à l'esclavage. Et nous disons que nous allons avoir une autosuffisance alimentaire. Les hommes n'ont pas été investis de mission. Les mentalités n'ont pas changé. L'organisation de ce secteur n'a pas été revue. Or, nous avons des ingénieurs, des savants qui sont tapis dans des bureaux à Dakar et qui dictent la loi aux paysans. Des gens qui vont en 4x4 dans le terroir pour être les patrons d'un endroit où ils devaient être des employés. Parce que quand on apprend, quand on se forme en tant qu'ingénieur dans un domaine, on est l'employé de celui qui maîtrise l'outil de production. On n'est pas son patron. Or, ici, ceux qui doivent être les employés sont les patrons de ceux qui doivent les employer. Nous devons avoir plutôt que des paysans, nous devons avoir de grands agriculteurs. Et c'est possible. C'est possible, il suffit de les élire. C'est possible, il suffit juste, de mon point de vue, d'un discours. Un discours vrai, un discours qui permet à chacun d'être à sa place. L'État, par rapport à la question de l'agriculture, les techniciens par rapport à la question de l'agriculture, les agriculteurs. Il faut qu'on arrête d'utiliser des intermédiaires qui s'enrichissent dans un secteur au détriment de ceux qui devaient recevoir tous ces fonds. On a élu des gens qui sont là pour acheter des engrais, d'autres pour acheter des tracteurs, d'autres pour... C'est des milliards qu'on met entre les mains des gens qui s'en servent pour s'enrichir plutôt que d'organiser un secteur. On aurait dû responsabiliser les agriculteurs et leur mettre entre les mains tous ces milliards, tous ces outils et mettre à leur disposition un tissu bancaire assez correct et un projet, ce projet d'autosuffisance alimentaire, il est tenable. Il est tenable, on peut aller jusqu'au bout, mais il faut respecter les gens. Est-ce que les intermédiaires dont vous parlez, ce n'est pas des lobbies qui sont là, qui tiennent en coupe réglée l'agriculture sénégalaise parce qu'ils s'enrichissent sur le dos des paysans, c'est ça? Mais c'est ce que j'ai voulu dire. C'est des lobbies, c'est des systèmes qui organisent le secteur-là pour en tirer les profits qui ne sont ni celui des populations, ni celui du Sénégal.
qui sont des profits qui sont liés au besoin de vendre, au besoin d'acheter, au besoin de fournir un marché qui ne demande pas ça. Si nous revenons à la question de l'emploi, nous achetons à coût de milliards du matériel pour un travail qu'on aurait pu réaliser autrement, en rendant possible, en rendant plus attractif le secteur, en rendant plus responsables les agriculteurs. On pousse les gens à comprendre que c'est un milieu où on peut s'épanouir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met contre le mur des agriculteurs, des paysans, on leur donne des machines qu'ils n'ont pas demandées et on ne leur dit pas où ça va cette affaire-là. Ils continuent d'être de pauvres paysans alors que les outils qu'on leur donne, c'est des outils perfectionnés, faits pour agriculteurs. Je crois qu'en organisant à la base ce secteur-là, en y mettant des acteurs qui sont investis de mission, on arrive à sortir la tête de l'eau. Dans ce siège-là, on ne réglera jamais rien. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens. Quand on respecte quelqu'un dans son métier, on l'investit de mission, on l'investit de responsabilité et on se tient à l'écart de lui. Dès qu'on le fait, il s'en sort et il nous en sort. Mais sur la question de l'emploi aujourd'hui, beaucoup disent qu'au Sénégal, le problème, ce n'est pas un problème d'emploi qui se pose, c'est le problème de la formation. Il y a des entreprises aujourd'hui qui cherchent de bons menuisiers, de bons plombiers, de bons maçons et n'arrivent pas à trouver sur le marché. Ceux qui trouvent sur le marché pour faire ce travail-là, peut-être n'ont pas la formation pour faire ce travail de façon efficiente. Mais moi, je suis surpris d'entendre cela que vous citez dire que c'est un problème de formation qu'il y a au Sénégal. Au Sénégal, on n'a pas encore commencé à travailler dans le sens de travailler pour être performant. Les gens travaillent pour vivre. Le même problème qu'on trouve chez l'agriculteur, c'est celui-là qu'on trouve dans tous les autres secteurs. Il y a de véritables problèmes d'emploi. Là, il y a d'abord le secteur qui est très informel, qu'il faut réorganiser, mais aussi dans le formel, il y a que les responsabilités que nous devons prendre dans la réalisation de produits ne nous sont pas libérées. Ceux qui viennent investir ici, ils investissent pour contrôler tout de la qualité, pour ne nous céder que des emplois d'ouvriers, d'employés, parce que nous avons placé sous tutelle notre système économique. Ce que nous faisons, c'est inviter des gens à venir investir de l'argent pour gagner de l'argent. Après, on s'accuse. On dit que nous ne travaillons pas bien, mais si, on travaille bien. Mais si moi, j'étais responsable de ce marché-là, que quelqu'un contrôle et qui me dit « tu ne travailles pas bien », si c'était à moi de le produire, si l'État d'abord, pour tous les services qu'il peut attendre quelqu'un d'autre à l'extérieur, me sollicitait d'abord dans des spécialités assez serrées, telles que la menuiserie, telles que la mécanique, telles que même la création d'objets, telles que l'invention. Si on s'arrêtait et on se mettait à inventer des solutions, je crois qu'on ne buterait pas sur cette question-là. Vous réglez cette question de qualité dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, vous aurez toujours des problèmes d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Mais est-ce que ce n'est pas le problème de leadership dans lequel nous sommes aujourd'hui? C'est parce que l'élite sénégalaise ne montre pas la bonne voie. Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je dis qu'on s'est réparti un peu les rôles, chacun avec ce qui l'intéresse. Nous avons une élite intellectuelle, par exemple, qui, après 54 ans de formation de diplômés, ne joue pas son rôle. On ne fait qu'écrire des livres, faire des discours dans les salons à la télévision. Mais imaginez-vous, c'est honteux, 54 ans de surplace, c'est trop. 54 ans, c'est assez pour qu'on s'en sorte. Mais il faudrait que notre objectif en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite, soit de contribuer à développer une intelligence de sortie de sous-développement. Mais non, on développe des comportements de prise de part, de conquête de privilèges. C'est ce que nos intellectuels font jusqu'à présent, vous compris, moi compris. On ne s'est pas encore arrêté pour nous dire, mais où est-ce que nous sommes passés avec ces 54 ans d'indépendance? Qu'est-ce que nous avons fait de tout ce que nous savions déjà avant d'être colonisés, de ce que nous avons appris en tant que colonisés et de ce que nous continuons d'apprendre depuis lors? 54 ans, c'est trop. Il faut qu'on s'arrête, c'est la honte. Et on ne se dit pas la vérité, on ne s'arrête pas. Il faut qu'on s'arrête, qu'on diagnostique bien. Et que ce leadership mieux organisé produise autre chose. Qu'au niveau de l'État, ceux qui tiennent l'appareil posent les véritables axes de politique et que les politiques ne butent pas sur des solutions électoralistes
qui consiste à dire, bon, je fais ça pour qu'on applaudisse, je fais ça pour avoir, comment dirais-je encore, attirer l'attention des populations positivement, mais que véritablement, diagnostiquer au départ le problème, c'est ça. Est-ce que le problème, ce n'est pas nous, Sénégalais, notre façon de faire, de travailler, notre façon même de croire à notre pays? Babacar Touré, journaliste, et Amadou Dia, intellectuel, ont fait des contributions dans la presse pour montrer aujourd'hui que le véritable problème, c'est nous, Sénégalais, notre façon de faire, de travailler, notre façon de tout le temps être dans des compromissions, hein, et pas de compromis dynamiques pour faire avancer les choses. Oui, mais ça, c'est des approches intermédiaires, très intermédiaires. Je dis toujours que ça ne règle aucun problème, ces approches-là, parce que ça ne fait la gloire que de ceux qui les portent. Moi, je préfère qu'on s'arrête et qu'on se dise qu'est-ce que c'est que la situation que nous vivons actuellement. On a une crise de valeurs. C'est la manière la plus nette de définir tout. Nous avons une crise de valeurs. Une crise de valeurs qui part du sommet de notre système. Et depuis très longtemps, depuis 1962, on peut retracer encore cette crise de valeurs-là jusqu'à aujourd'hui, qui gangrène l'État, qui gangrène l'administration. On ne travaille pas. Dans tout ce que nous élaborons, nous ne cherchons que des profits personnels. Donc, c'est ce qui gouverne le pays. Et nous, qui avons la prétention de pouvoir analyser, nous devons nous arrêter. Le problème, c'est que aujourd'hui, par exemple, s'enrichir de manière irrégulière, prendre de l'argent facile, bon, c'est pas un mal. À la limite, les gens se côtoient dans les quartiers, chacun avec sa manière de gagner sa vie, mais chacun avec sa manière de s'enrichir. Et rien de ce qui est vilain, rien de ce qui est dégueulasse ne gêne personne. Prenez ce petit comportement, vous le répercutez sur d'autres champs de comportement, vous vous rendez compte de ce que nous en sommes arrivés à tout tolérer. Et aujourd'hui, on parle de tous les maux du monde au Sénégal parce qu'on a commencé par tolérer l'argent facile. On a commencé par tolérer le vol. On a commencé à être injuste et c'est parti. On a commencé à gérer une justice à deux vitesses et c'est parti. On a commencé à tolérer des politiciens qui ne sont là que pour s'enrichir et qui ne portent pas le projet de leur communauté, qui ne rivalisent pas avec les autres États. Ceux qui nous entourent ici sont plus rigoureux que nous parlant de cet homme sénégalais, mais c'est un problème d'option politique. La Mauritanie est plus rigoureuse que nous. Vous traversez le fleuve, vous vous en rendez compte. Dans la manière de gérer le territoire, l'approche du territoire, le contrôle du passage. Ils ne sont aucunement violents, mais ils sont simplement rigoureux et organisés et ils te font sentir qu'ils tiennent à leur pays. Mais est-ce que justement là-bas en Mauritanie, comme vous le dites, l'exemple que vous avez donné, c'est le respect de la loi qui est instauré là-bas, contrairement au Sénégal où on est tout le temps dans des maslas, comme on dit, dans les petits arrangements. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose aujourd'hui problème? Vous avez été dans la police, vous avez travaillé pendant longtemps. Souvent, vous voyez peut-être un Sénégalais responsable qui ne respecte pas le feu rouge, qui vient, qui brûle le feu rouge, parce qu'il devait montrer le bon exemple. Il ne le fait pas. Oui, mais nous disons la même chose. Ces petites choses-là agrégées ne font pas le mal du Sénégal. Nous disons la même chose. Vous parlez tantôt du respect de la loi. La loi, elle est nous, quelque part. Même quand cette loi-là est gérée de manière fantaisiste, quand elle n'existe que pour ce qu'on veut lui faire jouer comme rôle. Depuis la loi fondamentale jusqu'au plus petit règlement, quand on en crée comme on veut, mais on ne peut pas avoir de rigueur sur ce terrain-là. Je dis et je répète encore que là où j'invite les gens, c'est avant la loi, nous d'abord, le principe, s'arrêter et nous dire, nous sommes indépendants depuis 54 ans. Qu'avons-nous fait de ce temps-là? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et nous dire que c'est possible de changer ce sort-là. Nous ne sommes pas condamnés à rester là, à tourner autour. Moi, je ne fais pas de diagnostic qui ne révèle que ce que moi je veux montrer aux gens de ma capacité. J'essaie d'être utile. J'essaie d'être utile en appelant les choses par ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, je sais qu'après avoir évalué tout cela, nous pouvons nous en sortir. Comment nous en sortir? En nous posant nos véritables problèmes. Comment nous en sortir en respectant les populations pour ce qu'elles représentent dans tous les secteurs? Comment nous en sortir en cherchant les solutions dans nous-mêmes, pas ailleurs? Après, maintenant, on verra ce qu'on peut faire avec les autres. Vous avez posé le problème de la crise des valeurs dans notre pays. Oui. Est-ce que la crise des valeurs, c'est l'élite qui la porte ou bien c'est les populations elles-mêmes? Quand vous êtes investi dans poste de responsabilité dans votre quartier, si vous ne donnez pas de l'argent ou si vous ne volez pas de l'argent pour partager avec votre entourage, vous êtes considéré comme étant quelqu'un qui n'a pas failli entre guillemets. C'est l'élite qui a pris au piège les populations à un moment où c'était normal que ça se passe comme ça. Oui, mais les populations adhèrent. Vous savez, moi, vous pouvez m'inviter à un comportement individuellement. Je réagis individuellement.
Mais quand on prend le groupe réagit difficilement de manière cohérente. Et ceux qui manipulent savent beaucoup tirer profit de ces situations. Ils manipulent des groupes. Et on est arrivé aux indépendances avec une situation dans laquelle le rapport de force était très déséquilibré. Nous avons hérité un Sénégal du colon qui nous commandait parce qu'il était plus fort, il avait ses armes, il nous dominait. Nous sommes partis d'une situation de dominer. Cette domination était subie par les populations dans tous les compartiments de leur existence. Nous avons fait une chose dès le départ, enlever le colon et mettre une administration qui est voulu se comporter de la même manière tout en faisant semblant de régler les choses de manière démocratique à l'image de ce qui se passe au niveau sur le modèle occidental. C'est ce qui a évolué pendant 54 ans. En réalité, nous sommes partis de situations dans lesquelles le président qui était là était élu à 99% après. Mais qui c'est qui l'élisait à 99%? Mais c'est toute la population. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était vrai? C'est ce que nous pouvions avoir à ce moment-là. Nous avons évolué jusqu'à présent et au fur et à mesure que les populations accèdent à un niveau d'émancipation plus élevé, les manœuvres ont continué pour les maintenir dans les mêmes conditions et pour maintenir la mainmise sur le pouvoir. Voilà ce qui nous a amené à cette situation-là. Donc les populations sont restées dans cette condition-là. Et vous le rendez sur le plan économique, c'est la même chose. C'est la même chose. Le pouvoir économique et le pouvoir politique se sont entremêlés. Et les politiciens, l'administration se sont toujours arrangés pour organiser entre les deux camps des combines dans lesquelles chacun trouvait son petit intérêt. Un groupe de politiciens vient se greffer à un groupe d'administration. D'un autre côté, la classe intellectuelle habillée sous le nom de société civile est venue jouer son rôle en disant « Attendez, venez, nous sommes là, si vous nous servez, nous prenons, mais nous ne disons rien sur le champ politique ». De l'autre côté, nous avons vu naître d'autres petits groupes, comme je n'en citerai pas certains, qui sont venus pour dire des dénonciateurs qui aussi causent un problème. Parce que dans un pays, pour être conséquent, on ne se met pas à dénoncer. Tout le monde est concerné par le combat national. Je ne crois pas à la dénonciation. Et pourtant, nous avons ce groupe-là qui est là des gens qui disent « c'est pas normal, vous avez fait cela, vous avez fait cela ». Je préfère celui qui gouverne mal à celui qui dénonce sans rien faire. À la limite, il devient gênant parce qu'il nous fait attendre. Il nous fait croire qu'il est en train de régler nos problèmes alors qu'il ne règle absolument rien. Il y a eu des moments de rupture dans la gestion du Sénégal quand on se réfère à la gouvernance de Mamadou Dia. En certains moments, il a été rigoureux dans la façon de travailler, mais au fond, il a été combattu par des lobbies qui l'ont fait tomber parce qu'il ne voulait pas de la politique de rigueur qu'il voulait instaurer au Sénégal. Mais je vous l'ai dit à peu près, je ne voulais pas citer de nom. J'ai parlé tantôt de 1962. Vous savez, de mon point de vue, ce n'est pas une leçon d'histoire que j'apprends ou bien une quelconque leçon que je donne aux gens. De mon point de vue, c'est juste un point de vue. Tout est parti de là. Nous avons pris la mauvaise vague et nous nous sommes enlisés dans des séries de comportements qui ont fait que le temps de Senghor ne nous a rien apporté. Le temps de Abdou Diouf ne nous a rien apporté. Le temps de Abdoulaye Wade nous a apporté une partie de bonnes choses, des initiatives fortes. Aujourd'hui, nous sommes dans la dérive parce que nous n'arrivons pas à coller une suite à cela. C'est cette suite qu'il nous faut élaborer. Mais pour bien l'élaborer, il nous faut partir de ce démarrage-là positif en évaluant nos 54 ans, en nous disant quels sont nos problèmes de fond. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, certaines choses deviennent carrément possibles. Personne ne nous empêche de nous développer. Même nos partenaires occidentaux qui semblent nous tirer dans certaines directions ont intérêt à ce qu'on se développe. Ils veulent des partenaires forts, des gens qui sachent prendre en charge certaines questions au lieu d'être toujours des pays sous perfusion. Ils préfèrent avoir des partenaires qui leur permettent de mieux se positionner dans le concert, dans le rapport de force sur le plan économique, sur le plan de l'économie mondiale. La compréhension de beaucoup de jeunes africains, c'est que partout, on dit que c'est le temps de l'Afrique. La croissance, c'est maintenant l'Afrique, c'est le tour de l'Afrique sans sortir. Mais est-ce que les Africains eux-mêmes ont compris que c'est le tour de l'Afrique, ont pris en charge cette question fondamentale? Mais vous posez la question autrement. Est-ce que les décideurs aujourd'hui, est-ce que nous avons un leadership à même de prendre en charge, conscient de cette responsabilité-là, et qui accepte de prendre en charge? Parce qu'il y a un choix de rupture. Gouverner autrement, c'est poser d'abord les problèmes comme il faut et se faire des objectifs en matière de gouvernance. On ne les pose pas comme il faut parce qu'on refuse de changer de comportement. Il est facile de gouverner, de régner,
mais il est difficile de gouverner de manière positive. Il est facile de régner parce que régner, c'est accepter, c'est vouloir que ce que l'on faisait avant sans aucune responsabilité continue et on ne gère que le temps d'être là pendant un mandat, 2 mandats. C'est très facile. Et quand on est pris dans cet engrenage-là, quelquefois il est difficile de revenir. Il est facile de régner quand on sait qu'en régnant, on peut faire ce qu'on veut. Créer de nouveaux riches, distribuer de l'argent à gauche et à droite, se comporter comme un prince, se faire applaudir à tous les coins de rue. Ça, c'est facile. Malheureusement, pour ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, ce temps est révolu. C'est le tour de l'Afrique de montrer son véritable visage, de jouer son rôle dans le monde. Il nous faut mettre en place une élite qui soit capable de porter ce projet-là, de lui donner un contenu et de le mettre en œuvre. Ceux qui ne l'auront pas compris vont le subir, parce que les peuples, eux, sont en train d'évoluer grandement. Le président Macky Sall n'a été que le produit de la volonté du peuple sénégalais, rien d'autre. Il a été que le produit de la volonté de ce peuple-là qui, à un moment donné, a administré la preuve de sa capacité à créer des ruptures. Et ce peuple va continuer à créer des ruptures. Qu'on ne se surprenne pas de le voir sortir par ailleurs où on ne l'attendait pas. Pourquoi? Parce que c'est son heure. Mais il a beau être un peuple, il lui faut des leaders en poste qui soient à même de l'arrêter et de le faire travailler sur un projet. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'opposition et dans le pouvoir, vous sentez, et c'est les intellectuels comme vous dites, des gens capables de prendre en charge ces ruptures que demande le peuple? Sincèrement, je ne parle pas des intellectuels, je ne parle pas des individus, je préfère rester dans le contexte. Je considère que, je considère que nous avons tous les moyens de le faire. Nous ne sommes pas installés à ce poste de travail-là pour le faire correctement. Je donne un exemple. En 2012, tout était là pour que l'équipe arrivée au pouvoir comprenne que c'était son temps de marquer l'histoire du Sénégal et de l'Afrique, en s'arrêtant sur la leçon qui a été administrée par le peuple sénégalais, qui a tenu à préserver les acquis démocratiques. Une alternance, 2 mandats. Une alternance, 2 mandats. C'est tout ce qu'on devait retenir de cette élection-là. À partir de ça, maintenant, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter de rester en exercice d'un mandat durant tout le temps de ce mandat-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter d'avoir un 2e mandat? Il fallait travailler à convaincre ce peuple-là. Il fallait travailler à faire le développement. Il fallait travailler à sécuriser ce peuple-là. On ne l'a pas fait. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas compris cela. Donc moi, je me dis qu'il leur faudra s'arrêter pour qu'on ne perde pas plus de temps. Les autres qui ne sont pas au pouvoir, je ne crois pas, c'est la même sanction. Quand on a tout un système dans lequel il n'y a presque pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition, ça veut dire que tous ceux qui devaient être des sentinelles ici ont préféré se réfugier derrière le pouvoir. Vous avez toute la société civile, même ceux qui n'y sont pas encore sont en train de faire des appels du pied pour y être. Tous ceux qui hier avaient combattu, comme déjà encore, avaient porté le combat populaire, comme on dit, se sont rangés dans le pouvoir. Tout de suite en arrivant, j'entendais un mouvement qui appelait les anciens responsables de la société civile à revenir au combat. Hein? Les fondamentaux. Oui, à revenir aux fondamentaux de l'action. Mais tout de suite à la radio, je l'entendais. Quand nous avons un seul parti qui s'oppose, et ce parti qui s'oppose dans des termes qui ne me conviennent pas. On s'oppose avec un projet. On ne s'oppose pas avec du haut-toi que je m'y mette. Est-ce que fondamentalement, M. Keita, la question de fond dans notre pays, c'est que la démocratie occidentale, telle qu'on l'a plaquée dans notre pays, ne reflète pas notre propre culture? Les Sénégalais disent, et beaucoup d'historiens disent qu'en Afrique, en 1222, il y avait la charte de Mandé. Oui, je sais. En 1223, 26, il y avait aussi la charte de Kouroufaga, oui, qui faisait que le Sud-Africain était organisé de façon démocratique, oui, bien avant la charte des droits de l'homme, oui, qu'on nous impose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas qu'on revienne à ces fondamentaux, de s'appuyer de notre propre culture pour avancer? Moi, de mon point de vue, c'est que nous sommes à un temps qui ne nous permet pas de revenir encore à ces fondamentaux. Nous les avons déjà. Parce que le simple fait de connaître ces charges-là de Kouroukanfouga et toute l'histoire de la démocratie traditionnelle africaine, bon, nous met à l'aise dans ça. Ouais, c'est pas ça qui règle le problème. Même si ce n'est pas enseigné, nous allons y revenir. Nous allons y revenir
pour renforcer notre système démocratique, nous pouvons revenir à mieux faire connaître ces outils-là. Mais il y a une urgence. Cette urgence-là, c'est de nous organiser tout de suite, avec tout ce que nous savons, avec tout ce que nous pouvons, en simplement faisant jouer à chacun son rôle. En faisant jouer à l'État son rôle. L'État doit organiser le pays, doit organiser chaque segment du pays pour que les choses avancent normalement. L'État doit respecter les gens qu'il administre. L'État ne doit pas dominer comme dominer le colon. L'État doit investir dans des missions, les populations, et les amener, les aider à travailler. L'État ne doit pas constituer une passerelle pour que d'autres exploitent les citoyens dans leur comportement. Des nationaux exploitent des nationaux. L'État ne doit pas être une passerelle pour que des puissances étrangères exploitent le peu de choses que nous avons ici. Comment faire pour combattre les résistances qui sont là? Dans chaque pays, quand on fait les changements, il y a souvent des résistances qui s'organisent. Des groupes, des lobbies, comme vous l'avez dit, il y a une mutation qu'il faut pour se positionner pour éviter qu'il y ait des changements. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes condamnés aujourd'hui à changer tout cela. Il faut des attitudes courageuses. Je parlais tantôt d'investir les paysans pour développer l'agriculture. Il ne faut plus. Nous avons échoué avec 54 ans d'expertise énorme. Nous avons appelé tout le monde au chevet de notre agriculture. Tous les pays cultivateurs de riz, de maïs ont été à notre chevet. C'est que nous ne nous sommes pas posé les véritables problèmes d'organisation, d'orientation de notre agriculture. De façon globale, pour vous, le problème du Sénégal, c'est un problème d'organisation. D'organisation, non, de rapport de force entre et d'attitude des leaders par rapport à la question nationale, par rapport à la question du développement, par rapport à la question de la gestion des différents secteurs de création de richesse. Nous avons ces problèmes-là. Je le dis pour revenir à ce secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête, qu'on comprenne que nous disons pendant 54 ans, nos paysans, quand en 1960, il y avait des agriculteurs partout dans le monde. L'agriculteur, la différence, elle est très simple. C'est quelqu'un qui est chargé, investi de la mission de nourrir son peuple. Le collectif des agriculteurs nourrit leur peuple. Le paysan, il se nourrit, il nourrit sa petite famille. Tenu à cette échelle-là, c'est simplement un esclave comme nous avons été tenus par le colon. Il faut le reconnaître. Et nous, 54 ans après, nous ne faisons que ça. Nous avons de petits. Tu dis à un jeune sorti du terroir, pourquoi tu ne restes pas? C'est que ce qu'il fait dans le terroir ne l'honore pas, n'est pas valorisé. Alors qu'un agriculteur, son rôle, sa fonction seulement est valorisante. C'est toi qui nourris ton peuple. Et ce peuple, ce n'est pas les gens qui sont dans ton quartier, ce n'est pas les gens qui sont dans ton village, ce n'est pas les gens qui sont dans ta région. C'est tout un pays. Tu nourris tellement ton pays que tu es capable d'aider d'autres à se nourrir. C'est un peu ces points de vue-là qu'il faut développer. Il faut qu'on investisse les populations de leur rôle. Mais aussi, il faut rester dans son rôle. Il faut se remettre à porter d'autres valeurs. C'est des valeurs justes. Humilité, honnêteté, refuser que la justice soit travestie, refuser de voler, refuser de détourner, refuser de donner l'argent, refuser de jouer au dindon, refuser de croire que la direction de l'État est une grosse farce dans laquelle ceux qui tiennent le pouvoir peuvent avoir les rôles qui leur conviennent impunément. Ce n'est pas possible. Le commissaire, vous avez travaillé pendant plusieurs années à contact de la population. Oui. Est-ce que le fait que vous étiez en contact de la population, discuter avec elle, voir comment elle fonctionne, vous a permis d'avoir une vision beaucoup plus nette du fonctionnement du pays? Mais c'est ce qui me permet de me positionner ici rigoureusement. Moi, le seul problème que je trouve aujourd'hui à régler tient à une reprise de position par rapport à notre pays. Les populations ont évolué normalement. Le peuple sénégalais a pris toutes les leçons de ces 54 ans. Les populations sont en avance sur ce qui les gouverne. Ce sont ceux qui les gouvernent qui ne sont pas à l'heure à ce rendez-vous-là. Ils sont ailleurs, ils sont plantés ailleurs parce qu'ils sont plantés dans des situations de privilégiés de systèmes, pas d'un système, de systèmes pluriels qui permettent à des compartiments de cette élite-là de tirer profit de situations génération après génération et d'y rester. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant aujourd'hui, il ne rêve que d'avoir un emploi de cadre dans un bureau, même s'il est étudiant en mécanique. Ce n'est pas un garage qui l'intéresse. Ce n'est pas inventer une machine qui l'intéresse. C'est avoir
directeur du développement des machines à 2 roues au ministère de ceci, cela. C'est ça qui les intéresse. Donc il y a une déformation de l'élite qui ne lui permet pas de prendre en charge correctement le destin du pays. Il y a une déformation des politiques qui ne viennent à la politique que pour des privilèges, des intérêts, et qui ne peuvent pas se départir de ce mal-là, alors que le simple fait d'être élu quelque part te met en situation de privilégié. Il faut qu'ils apprennent à s'en suffire, plutôt que de détourner tous les outils des pouvoirs qui leur sont conférés pour s'enrichir autrement et aussi pour dominer les gens autrement, pour faire du mal. Faire du mal ne peut pas dépasser le fait de refuser aux autres le droit de se développer, le droit de s'épanouir socialement, en jouant sur ce que tu peux faire, à les contenir dans des comportements pour toi t'enrichir et te mettre dans une situation d'aisée. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on aille plus loin que ça. Il faut qu'on se mette à élaborer des politiques qui répondent à nos besoins, qui nous permettent de nous prendre en charge. Le monde entier nous le demande, et vous-même vous le savez. Le monde entier nous demande de nous reprendre. Le monde entier nous demande de gérer autrement nos problèmes. Et nous ne le faisons pas. Ce que nous faisons, c'est nous mettre à la disposition des autres et confier le pays à d'autres. Faire des procurations à d'autres pour des problèmes qui nous concernent. Ces problèmes ne concernent que nous au départ. Les autres, ils viennent à notre rescousse. Mais moi, je ne crois pas au développement par procuration. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Pendant 54 ans, nous n'avons fait qu'accumuler des plans, des plans, des plans, des plans, des plans, des plans. Pourquoi? Nous n'avons fait que avoir comment on l'appelle encore, une offre qu'on présente aux investisseurs de manière attrayante. Même les mots ne se prêtent pas au développement. Les concepts ne se prêtent pas au développement. Quand tu dis à quelqu'un, je te crée une situation attrayante, viens investir chez moi pour prendre de l'argent. Il ne fait qu'investir pour prendre de l'argent. Moi, je ne crois pas à ça. Voilà, nous étions avec le commissaire Cheikhna Keita, qui était avec nous sur ce plateau de la TFM pour jeter un regard critique sur le fonctionnement du Sénégal et qui a fait un diagnostic assez pointu des difficultés dans lesquelles nous sommes et qui donne des espaces de solutions, comment faire pour s'en sortir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission de chez vous. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de la TFM. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.